Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'éloquence, un atout. L'éloquence politique, un art. L'éloquence politique française, une particularité, une exception, un bijou. L'éloquence politique française, un bien, un mal. Quelle époque de notre histoire a-t-elle vu l'émergence de cette arme extraordinaire? Réponse dans Lieu de mémoire, diffusé pour la première fois sur France Culture le 16 octobre 1997. Lieu de mémoire. L'éloquence politique française, par Stéphane Bou et Nathalie Trianda-Félides. La conversation, les échanges verbaux de la vie quotidienne exigent un effort psychophonétique et respiratoire réduit. La pression sous-glottique est égale à 5 cm d'eau, c'est-à-dire à la pression développée par une colonne d'eau de 5 cm de hauteur. Mais la voix parlée d'usage courant engendre encore un autre équilibre quand elle devient voix oratoire. C'est une évolution partant de la mélodie de la parole, allant vers la psalmodie et les expressions intenses de la supplication, de l'exhortation, de l'ironie, de l'imprécation. L'art oratoire brasse les cœurs, les âmes, les opinions et les croyances dans un irrésistible courant d'énergie, de force et de passion. Il exige une dépense expiratoire de 100 à 150 cm, une tension extrême de tous les montages, commandant respiration, phonation, articulation, mimique, intonation, imagination, intelligence, science, mémoire, jugement. Bien sûr, tant qu'il y aura des hommes pour parler, il y aura des hommes éloquents, habiles dans l'art de persuader les foules auxquelles ils adressent leur discours. Mais si l'éloquence politique française doit être considérée comme un lieu de mémoire, c'est parce qu'elle est bien plus qu'un simple ornement. Elle a été le fondement même d'une nouvelle culture politique. Aussi n'a-t-on cessé d'en faire l'éloge. Le député Joseph Reynac, par exemple, suggère en 1894 la dimension mythique d'une parole décrite comme toute puissante. L'éloquence française a rempli le monde de son bruit. Elle a renversé des trônes et failli sauver des monarchies. Elle a été à la fois l'épée et le bourreau de la liberté. On ne citerait pas une réforme qui ne soit née de la tribune. Elle a donné des ailes à toutes les idées généreuses et doublé la puissance de séduction des chimères. Chaque fois qu'elle s'est tue, l'humanité a paru sans voix. Une horreur d'espérance a salué chacun de ses réveils. Pour dire le bien qu'elle a fait et aussi le mal, il faudrait raconter l'histoire de France depuis la Révolution. La Révolution correspond à une formidable explosion de paroles. La mémoire retient la fureur des débats houleux à l'Assemblée et l'image des grands orateurs. La parole est une arme et son usage doit être un art capable de dire la grandeur du pays et d'inventer son destin. On sacralise ce nouveau lieu où l'on parle à la nation, au nom de la nation, la tribune. L'éloquence qui retentit est devenue mythique parce qu'elle est l'acte même qui fonde un monde nouveau. Michelet souligne ainsi son pouvoir sur la nation française, sensible entre toutes au génie de la parole. Patrick Brazard. C'est effectivement une révolution de la parole parce que c'est le moment où la parole est libérée. Il y a une sorte de gigantesque défoulement de la parole qui est de tous ordres, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer on pourrait prendre la première parole, qui est la parole dans la rue, et l'exemple le plus fameux, c'est au moment de crise, Camille Desmoulins, qui au Palais Royal monte sur une table d'un café et harangue le peuple. Mais alors, ces harangueurs de rue, il y en a toute une floraison très mal connue, mais on a retenu certains noms. Alors, je citerai ici simplement celui de Varlet, qui est le premier, selon Collot d'Herbois, à avoir inventé de prendre une tribune portative.
et avec sa tribune d'aller soit au Palais Royal, soit sur la terrasse des Feuillants, soit haranguer le peuple. Et ça, c'est la grande nouveauté, c'est-à-dire que une sorte d'escabeau sur lequel il montait, et puis c'est comme un bonimenteur, mais au lieu de vendre des articles commerciaux, il vendait au fond en quelque sorte des idées d'égalité, de liberté, etc. Et ça, il y en a certainement beaucoup. Alors, il y a aussi la parole des clubs, des sociétés populaires qui vont se former en très grand nombre, et il y a la parole parce que ça c'est la parole délibérative, la discussion politique, mais il y a aussi l'éloge. Il y a énormément d'éloges qui circulent, la parole festive. Quand on fait une fête, les grandes fêtes de la Révolution sont des grands moments de parole aussi. Et évidemment, oui, toute cette floraison, vous avez, on a la floraison, la naissance de l'Assemblée nationale, qui est quand même la tribune par excellence où s'énonce la parole, alors qui n'est pas la seule, mais qui est certainement la plus écoutée, la plus attendue. On choisit une vaste salle qu'on entoura de gradins, puis on prit des planches, et avec ces planches, on construisit au milieu de la salle une espèce d'estrade. À peine fut-on assis, on vit monter sur l'estrade et s'y dresser une figure extraordinaire. Quel est ce monstre, dirent les uns. Quel est ce géant, dirent les autres. Il éleva la main, on fit silence. Alors on entendit sortir de cette face difforme une parole sublime. C'était la voix du monde nouveau qui parlait par la bouche du vieux monde. Cette apparition formidable a laissé un nom dans la mémoire des hommes. On devait l'appeler la Révolution. On l'appelle Mirabeau. Du jour où cet homme mit le pied sur cette estrade se transfigura. Ce n'était qu'un tréteau, ce fut un trépied, ce fut un autel. La tribune française fut fondée. Bon donc, monte à la tribune. Je ne peux pas. Je ne saurais pas. Pourtant c'est aujourd'hui ou jamais. Tu as peur. Regarde comme il tremble. Vas-y toi-même. Rétrospectivement, effectivement, la lecture historique installera des figures d'orateurs déjà constituées dès les premiers temps, même dès la séance royale du 23 juin, on met Mirabeau faisant reculer l'ancien régime par son « allez dire à votre maître », à Drobezé, etc. Mais Mirabeau, c'est 1 sur 1200, c'est 1 sur 600 du tiers-état, et en réalité, c'est beaucoup plus confus, beaucoup plus multiple, polymorphe, polycéphale, pourrait-on dire. Mais donc, il y a un phénomène dont on ne parle jamais, qui est qu'en 6 mois, la France a su s'inventer une pratique parlementaire. Et quant à l'évolution de la parole, si vous voulez, cette naissance de la tribune, on peut dire, elle est reliée à ça, elle est reliée à au départ, il n'y a pas de tribune. Chacun parle de sa place dans un désordre complet, et c'est à partir du réaménagement de la salle des menus plaisirs qui va intervenir en juillet 89, qu'il va y avoir l'ellipse, l'ovale, et puis sur un des grands côtés, le président avec sa table, et en dessous de lui des secrétaires, et en face du président, la tribune, où l'orateur va monter, parce que il ne faut pas croire non plus qu'on ne parle que de la tribune. On peut, pour une brève intervention, et bien sûr pour des interruptions, pour toutes sortes de prises de parole, parler de sa place. Mais pour toute intervention un peu longue, un peu importante, on va aller à la tribune. Tribune française. Il faudrait un livre pour dire ce que contient ce mot. La tribune française, c'est depuis 60 ans la bouche ouverte de l'esprit humain. De l'esprit humain, disons tout, mêlant tout, combinant tout, fécondant tout, le bien, le mal, le vrai, le faux, le juste, l'injuste, le haut, le bas, l'horrible, le beau, le rêve, le fait, la passion, la raison, l'amour, la haine, la matière, l'idéal. Mais en somme, car c'est là son travail sublime et éternel, faisant la nuit pour en tirer le jour, faisant le chaos pour en tirer la vie, faisant la révolution pour en tirer la République. Victor Hugo, Napoléon le Petit. Alors, rapidement, il s'est mis en place la liste de paroles, où on va clore, on va dire il y aura un certain nombre d'orateurs qui vont prendre la parole, et puis tout le monde ne viendra pas justifier son vote, tout le monde votera, mais enfin on ne va pas faire l'appel à chaque fois. Et c'est comme ça que se met en place l'éloquence révolutionnaire, enfin l'éloquence de la tribune, et la dernière façon de mettre ça en place, c'est le choix des orateurs. Au fond, on en a dit 2 mots, tout le monde ne parle pas, il n'y a qu'une minorité qui parle, une centaine de personnes, peut-être à l'intérieur de cette minorité, disons que c'est entre 10 et 50 ceux qui parlent réellement très souvent, eh bien, cette
minorité d'orateurs, on commence à les connaître, et donc le président, qui est le maître de donner la parole. Alors évidemment, d'après le règlement, l'Assemblée est toujours maîtresse de refuser le choix du président. Mais en pratique, le président, qui est élu, remplacé tous les 15 jours, va avoir un rôle relativement important. Il peut donner la parole à tel ou tel, et il est évident que plutôt que donner la parole à tel député obscur, il va donner la parole à Barnave, il va donner la parole à Mirabeau, à Casales, à l'abbé Maury. Enfin, on peut organiser un débat. Pour Mirabeau, par exemple, il est certain que c'est celui qui a été considéré comme absolument hors pair par les contemporains. C'est-à-dire que là, la mémoire nationale reproduit un phénomène qui s'est produit du vivant même de Mirabeau. Dans la mémoire nationale, on garde le souvenir de quelqu'un qui se livrerait à l'inspiration, qui serait une sorte de, inspiré, qui serait enthousiaste. Il y aurait un Dieu en lui qui parlerait. Mais en fait, il lit de façon magistrale, il lit comme s'il parlait, comme s'il inventait son discours au fur et à mesure. Et toujours est-il que ce qui signe sa qualité oratoire, c'est qu'effectivement, il est capable de laisser complètement le discours qu'on lui avait écrit pour faire une improvisation, alors qui n'appartient qu'à lui. Et c'est ce qui se passe le 26 septembre 89. Il y a un grand discours. Alors c'est un discours génial parce que c'est à la fois un grand élan lyrique, oratoire, en même temps tragique, épique, et en même temps c'est un monument de stratégie, j'allais dire presque cynique, c'est-à-dire que Necker propose un projet pour les finances, et Mirabeau, qui est très hostile à Necker, en fait, veut qu'on accepte, va parler pour le projet de Necker, mais pour que ça retombe sur Necker, parce qu'il est persuadé que ça va échouer. Et donc, c'est une opération qui est assez retorse du point de vue tactique, et en même temps, il fait une improvisation tout à fait extraordinaire pour les contemporains, qui les a tous frappés. Ça a désarmé l'hostilité diffuse qui entourait Mirabeau, et des gens aussi sourcilleux, des critiques comme Larpe, va écrire dans le Mercure de France que c'est le plus extraordinaire discours qui ait jamais été prononcé dans une tribune, que c'est Démosthène et Cicéron, que tout le monde a cherché à égaler, évidemment, sont enfoncés. En Mirabeau, l'homme, selon moi, fut méprisable. L'orateur est au-dessus de tout éloge. Écoutons-le pour avoir l'impression directe de son génie. Édouard Herriot, juillet 1949. Dans tous les pays, dans tous les âges, les aristocrates ont implacablement poursuivi les amis du peuple, et si, par je ne sais quelle combinaison de la fortune, il s'en est élevé quelqu'un dans leur sein, c'est celui-là surtout qu'ils ont frappé, avides qu'ils étaient d'inspirer la terreur par le choix de la victime. Ainsi périt le dernier des Gracques, de la main des patriciens, mais, atteint du coup mortel, il lança de la poussière vers le ciel, en attestant les dieux vengeurs, et de cette poussière naquit Marius, moins grand pour avoir exterminé les sabres que pour avoir abattu dans Rome l'aristocratie de la noblesse. Malheur aux ordres privilégiés, car les privilèges finiront, mais le peuple est éternel. On n'a jamais parlé un plus riche langage. Suivant le mot de Barnave, Mirabeau fut le Shakespeare de l'éloquence. Alors, dans ce qu'on sait par ailleurs de l'éloquence de Mirabeau, ce qui reste dans la mémoire aussi, c'est la laideur. C'est quelqu'un, au fond, qui joue d'un certain sublime, j'allais dire un sublime de terreur, c'est-à-dire qu'il est monstrueux, enfin, dans certaines descriptions, il est décrit comme une bête, c'est-à-dire c'est une bête sauvage, et ça reviendra dans toute la mémoire de Mirabeau, il y a l'idée que c'est un fauve. Il y a quelque chose qui est en lui de l'infrahumain, et en même temps, évidemment, du surhumain, parce que en même temps, c'est un dieu de la parole. Et sa laideur, au fur et à mesure qu'il parle, parce que Mirabeau a cette caractéristique de s'en mêler la voix au début. Il parle mal, il sait très bien, c'est ça la connaissance des grands orateurs, on voit ça dans des l'Iliade et l'Odyssée, dans Homère, Ulysse, qui est le plus grand orateur de l'armée des Grecs, il commence toujours en bafouillant pour endormir la méfiance. Et puis alors, ça se met en marche, et là, sa laideur se transfigure et devient une beauté sublime, et ça devient une sorte, cette bête presque sauvage devient une sorte d'archange de la parole. Et alors, il ne bouge pas énormément, mais
Un de ses gestes de prédilection, c'est quand il y a des interruptions, parce que c'est une des grandes difficultés de la tribune, c'est qu'on est sans cesse en but à des quolibets, à des interruptions, etc. Et Mirabeau, lui, il a le génie de les ignorer, mais si elles deviennent trop fortes, alors il est décrit comme étendant le bras, un peu comme s'il allait jeter la foudre. Alors il y a le tonnerre de sa voix, il y a le bras tendu comme s'il allait lancer la foudre, et il secoue la tête, comme il dit, c'est Étienne Dumont qui rapporte cette parole, quand je secoue ma terrible hure, il n'y a personne qui osa m'interrompre. Ce n'est point dans l'ascendant des orateurs qu'il faut placer l'espoir du bien public, mais dans les lumières et dans le civisme de la masse des assemblées représentatives. L'influence de l'opinion publique et de l'intérêt général diminue en proportion de celle que prennent les orateurs, et quand ceux-ci parviennent à maîtriser les délibérations, il n'y a plus d'assemblée, il n'y a plus qu'un fantôme de représentation. Alors se réalise le mot de Thémistocle, lorsque montrant son enfant, il disait « Voilà celui qui gouverne la Grèce. Ce marmot gouverne sa mère me gouverne, je gouverne les Athéniens, et les Athéniens gouvernent la Grèce. » Ainsi, une nation de 25 millions d'hommes serait gouvernée par l'Assemblée représentative, celle-ci par un petit nombre d'orateurs adroits, et par qui ces orateurs seraient-ils gouvernés quelquefois ? Je n'ose le dire, mais vous pourrez facilement le deviner. Je n'aime point cette science nouvelle qu'on appelle la tactique des grandes assemblées. Elle ressemble trop à l'intrigue. La vérité et la raison doivent seules régner dans les assemblées législatives. Je n'aime pas que des hommes habiles puissent, en dominant une assemblée par ses moyens, préparer, assurer leur domination sur une autre, et perpétuer ainsi un système de coalition qui est le fléau de la liberté. Robespierre, sur la réélection des membres de l'Assemblée nationale, 16 mai 1791. Patrick Brazard. Robespierre, lui théorise, et ça sera repris dans une large mesure par les montagnards, par beaucoup de montagnards, une éloquence de la raison. Alors qui évidemment contredite, parce que cette théorie, c'est la prétention à poser, comme il dit au moment de la discussion sur la guerre dans l'hiver 91-92, je n'énonce que la triste et froide vérité. Posons des arguments sans art et sans ornement, et discutons rationnellement. Lui a la prétention du discours rationnel, qui est en fait un moyen rhétorique, bien entendu, parce que dire qu'on ne va pas se servir de la rhétorique, c'est encore un moyen rhétorique d'endormir la méfiance. Et lui est capable, quand il le faut, d'improvisation. Il y a des séances où Robespierre arrive à susciter l'enthousiasme des centaines d'assistants qui sont là, qui jettent leur chapeau en l'air, et avec comme moyen rhétorique, alors qui est aussi largement partagé par les orateurs, mais dont Robespierre sait très bien se servir, c'est je vais me sacrifier pour la liberté, je suis prêt à mourir pour la patrie. Et généralement ça déclenche dans l'auditoire des transports d'enthousiasme, nous mourrons tous avec toi, etc. Donc il y a du sublime. Il y a bien longtemps que la Convention n'a pas vu de telles flammes animer les débats d'une telle passion remue les foules. En effet, la question est importante. En voici les termes. Allons-nous mettre certains individus au-dessus de la République ? Le gendre exige qu'on fasse monter à la tribune les accusés. Nous l'exigeons tous. Danton à la tribune! Danton à la tribune! Est-ce que le gendre voudrait dire que Danton est un citoyen privilégié qui peut se placer au-dessus des lois? L'homme du 10 août a quand même droit à quelques égards! Nous l'exigeons tous! Danton à la tribune! La République, c'est le peuple tout entier qui l'a édifiée. Le monde nous regarde. Nous ne devons surtout pas faire preuve de faiblesse ni de lâcheté morale. Car qu'est-ce que deviendrait la France si nous n'avions plus la confiance des Français? J'aurais à mes côtés des hommes droits et justes. Car l'innocence, vertu primordiale, ne doit ni ne peut redouter la surveillance publique. Oui, tu as raison, bravo Robespierre.
Ce qui est sûr, c'est que la tribune révolutionnaire, avec ses discours qui empruntent au sublime, à la tragédie, avec une rhétorique du sacrifice, où les mots sont, comme le dit Saint-Just, des armes, c'est un grand théâtre. Alors, vous avez évoqué l'idée de la parole comme une arme. Il est certain qu'il y a dans la mémoire nationale une propension à faire de la parole une sorte de théâtre tragique. On a l'impression que la parole révolutionnaire, c'est un combat de titans, avec des gens qui montent à la tribune et qui n'en descendent que pour aller à l'échafaud. Et c'est comme ça que la mémoire nationale, au fond, fait un raccourci extraordinaire. Alors quand elle peut en plus faire surgir la mort dans l'Assemblée directement, sans le délai de l'échafaud, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que sont restés dans la mémoire le pistolet de Marat qui est à la tribune avec un pistolet et qui dit « Citoyens, je me serais brûlé la cervelle si vous m'aviez décrété d'accusation ». Et donc il y a sous au fond, la pacification que devrait appeler la parole, puisque essayer de discuter rationnellement de la question, enfin donner une réponse rationnelle à la question que devons-nous faire, c'est éviter la violence. La persuasion remplace la force. Il y a un retour, comme une sorte de malédiction tragique, du retour de la force à l'intérieur de la parole. Je ne vois rien de plus admirable, ni de plus puissant qu'un grand orateur discutant de grandes affaires dans le sein d'une assemblée démocratique. Comme il n'y a jamais de classe qui y ait ses représentants chargés de soutenir ses intérêts, c'est toujours à la nation tout entière et au nom de la nation tout entière que l'on parle. Cela agrandit la pensée et relève le langage. Comme les précédents ayant peu d'empire, qu'il n'y a plus de privilèges attachés à certains biens, ni de droits inhérents à certains corps ou à certains hommes, l'esprit est obligé de remonter jusqu'à des vérités générales puisées dans la nature humaine pour traiter l'affaire particulière qui l'occupe. De là naît dans les discussions politiques d'un peuple démocratique, quelque petit qu'il soit, un caractère de généralité qui les rend souvent attachantes pour le genre humain. Tous les hommes s'y intéressent parce qu'il s'agit de l'homme, qui est partout le même. C'est à cette cause, autant qu'à la grandeur de la nation française et aux dispositions favorables des peuples qui l'écoutent, qu'il faut attribuer le grand effet que nos discussions politiques produisent quelquefois dans le monde. Nos orateurs parlent souvent à tous les hommes, alors même qu'ils ne s'adressent qu'à leurs concitoyens. Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Vous venez de franchir le pont de la Concorde, de jeter un regard attendri sur les flots millénaires de la Seine, et devant vous, oui là, juste devant vous, le Palais Bourbon, avec ses colonnades qui soutiennent le temple de la démocratie. Le Palais Bourbon avec son chapeau en accent circonflexe qui subitement vous donne envie d'y pénétrer pour en savoir tous les rites actuels et tous les mystères passés. Le Palais Bourbon. Avec l'instauration de la République parlementaire, l'éloquence devient la condition même du pouvoir. Nicolas Rousselier, en quoi la Troisième République peut nous apparaître comme le moment où culmine ce parlement de l'éloquence, pour reprendre le titre de votre livre ? La Troisième République, telle qu'elle nous apparaît à nous aujourd'hui, peut-être dans un rapport de nostalgie, réalise la synthèse, la gageure d'être à la fois la parole libre, la parole en apparence chaotique du débat parlementaire, et en même temps le moyen de l'action, le moyen de la décision. Elle réussit cette gageure d'être à la fois le comble de la délibération, de l'éloquence, et puis une certaine efficacité à travers ce qui est, quand on l'étudie de loin, ce qui est un chaos, c'est-à-dire que la parole n'est pas réglementée dans son temps, dans sa durée, l'orateur est libre, la parole, le résultat de la parole, c'est-à-dire le résultat de l'éloquence, le vote, ce vote lui aussi est libre, c'est-à-dire que les parlementaires ne sont pas tenus à une discipline de parti. Donc pendant très longtemps, le discours parlementaire, le fait de monter à la tribune, le fait de proposer un discours devant l'Assemblée, devant l'amphithéâtre des parlementaires, est une véritable performance. Les jeux ne sont pas faits à l'avance. Autrement dit, quand vous liez l'obligation du résultat avec la présence, la nécessité de porter une parole, de nourrir cette parole d'arguments, de raisonnement et d'éloquence, vous avez l'explication la plus simple de non pas l'éloquence pour
l'ornement, non pas l'éloquence pour la belle parole, mais l'éloquence pour l'efficacité, l'éloquence comme outil politique. Évidemment, on peut gloser à perte de vue sur le fait que la Troisième République, que le modèle parlementaire est un modèle d'instabilité, un modèle d'inefficacité de l'État. Ce qu'on appelle l'instabilité des gouvernements de la Troisième République, c'est le prix à payer pour la raison d'être même d'une éloquence. On peut expliquer les choses par 1000 raisons. Moi, personnellement, en comparant par exemple la Troisième et la Cinquième République, modèle contre modèle, je ne vois pas comment un orateur qui monte à la tribune, pourrait être convaincu de la nécessité de l'éloquence, pourrait se dire que son discours entraîne ou n'entraîne pas efficacité, conviction, s'il n'est pas persuadé, avec tout le trac, avec toute l'angoisse que cela peut comporter, s'il n'est pas persuadé que, au bout du débat, au bout de la délibération, il joue son pouvoir. Si on est dans un système parlementaire où l'orateur qui monte à la tribune sait pertinemment, parce que les jeux sont faits avant le débat, dans les couloirs, dans les réunions des partis. Il est persuadé que les jeux sont faits à l'avance, bien sûr, il doit faire un discours ordonné, un discours agréable, pour, par exemple, les caméras de télévision, pour les comptes rendus dans la presse, les comptes rendus de plus en plus succincts dans la presse de la Ve République, mais il n'est pas obligé de proposer, développer une éloquence, la grande éloquence parlementaire. Et voici, étude analytique des bagarres à la Chambre. Improvisation par Boris Vian et son orchestre. À vos marques, prêts, partez. Jacques Duclos se lève pour proposer une motion importante. La robe de chambre! Réflexe du peuple français. Pomme de terre! Pomme de terre! Pomme de terre! Édouard Herriot se rassoit et allume un cigare. Réaction sur la droite. Réaction sur la gauche. Décision gouvernementale. Le pauvre peuple de France se plaint, mais il marche quand même. C'est un point qu'il est très important de souligner. L'éloquence parlementaire n'est pas une éloquence des longs discours. C'est plutôt l'éloquence qui doit accepter, qui doit intégrer dans son cours l'interruption. Et le véritable orateur sous la Troisième République, c'est celui qui va savoir accepter l'interruption par politesse, en fait par calcul politique, qui va savoir intégrer la contradiction, la surmonter. Et c'est très souvent, moi je l'ai vu quand on lit, si vous voulez, dans le détail les discours, c'est très souvent quand il a surmonté, quand il a vaincu la flèche de l'adversaire, qu'il emporte la conviction de l'Assemblée. Et ça, c'est tout à fait intéressant, ce qui fait que, à mon avis, si on veut dire ça en termes un peu plus philosophiques, à mon avis, le modèle de l'éloquence parlementaire est plus du côté, disons, du dialogue, parfois, pour employer un mot, de la maïeutique, du discours et du duel entre plusieurs êtres raisonnables, plutôt de ce côté-là que du côté d'une éloquence hiératique, figée, du grand discours. Et les moments les plus passionnants, c'est quand il y a ces duels. Ce qui fait que cette éloquence est nécessaire parce que la majorité n'est pas faite à l'avance. Il faut rassembler dans une même majorité des gens de droite, des gens du centre, le Marais, et des gens de gauche. Et cette nécessité de rassembler ce qui peut paraître une gageure oblige aussi à intégrer dans son éloquence, finalement, la raison que l'on défend, l'argument que l'on défend de cœur, mais aussi intégrer l'argument de l'adversaire. Nicolas Rousselier, qu'est-ce que l'on peut dire de l'éloquence, du style des parlementaires à ce moment-là ? Il n'y a pas un seul style selon les parlementaires. Ça, bien sûr, selon les tempéraments des individus, on peut distinguer autant de styles que d'orateurs. Un style sec,
chez Valdec-Rousseau, un style chaloupé, un style de violoncelle, comme on disait pour Briand, un style extrêmement précis, extrêmement juriste, détaillé pour Poincaré, etc. Eh bien, voici quelques exemples. Avec M. Albert Lebrun, qui fut président de la République, voici le ton d'un grand discours public. Monsieur, dans le conflit engagé pour sauver, pour détruire la civilisation, telle que l'on fait des siècles d'espérance, de souffrance et d'efforts humains, la France a pris définitivement parti. Avec M. Joseph Caillot, l'éloquence politique s'adapte aux remerciements d'après Banquet. Hélas, mes cheveux blancs me donnent le privilège d'avoir été à l'école d'un grand maître. On n'agit sur les âmes que par le cœur, me disait-il. Mon petit, rappelez-vous de ça. C'est la vérité. Nous négligeons trop le cœur, les enseignements du cœur. Laissez-moi inviter mes collègues à ne pas oublier cela. Et la presse départementale à nous prêter son concours le plus empressé dans l'œuvre de vie qui nous appelle, que nous sentons, que nous sentirons de plus en plus si nous y apportons un peu de bonne volonté et un peu de notre propre cœur à nous. Laissez-moi conclure ainsi ces quelques paroles en remerciant M. Gaubert en même temps de l'hospitalité qu'il a bien voulu me ménager. Enfin, avec M. André Tardieu, c'est le discours type électoral. Nous sommes au seuil de la campagne électorale. On nous en a souvent parlé, comme si l'on supposait qu'à l'appel qui nous y convient, nous ne saurions pas répondre. Au seuil de cette campagne, par où, à des intervalles réguliers, la démocratie, en révisant son choix sur les hommes, signifie son choix sur les idées. Il faut que l'électeur remplisse deux conditions. Il faut qu'il se souvienne et il faut qu'il prévoie. J'aurai dans de prochains discours, car ce n'est ce soir qu'un commencement. Bravo. Bravo. Ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tirant des sonnets de son deuil. Dans la vraie tradition parlementaire, celui qui monte à la tribune laisse ses habits de partisan au vestiaire, doit parler au nom de la nation. Ça, c'est, disons, le modèle idéal. Effectivement, chaque député, comme on le sait dans la tradition républicaine, chaque député est choisi par les citoyens comme le représentant de la nation tout entière, et non pas le représentant des intérêts particuliers. Et alors, ce que l'on voit dans l'entre-deux-guerres, c'est l'émergence, en face de cette tradition parlementaire, l'émergence de chefs de parti. Un Clémenceau, un Valdec-Rousseau, un Briand, un Poincaré n'ont pas à rendre des comptes dans un congrès de parti à leurs militants. Un Blum, je parle même chose évidemment pour les communistes, et puis dans les années 30 aussi, les radicaux, ils doivent rendre des comptes à leurs militants. Donc là, on change tout à fait de logique. Les partis politiques prennent le pas sur la tradition parlementaire et on passe à un autre type d'éloquence. Nous sommes arrivés à triompher de tous les obstacles. Et hier, personne à l'Assemblée n'a osé voter contre le statut du fonctionnaire. Maurice Thorez, 6 octobre 1946. Et c'est de nos camarades socialistes qu'est venue cette déclaration, pour le moins inattendue, qu'ils voteraient le projet sans enthousiasme parce qu'il est marqué d'un esprit totalitaire. J'ai bondé immédiatement.
Et alors que pendant près de 5 heures, avec tranquillité, avec le sourire, j'avais répondu à un tas inimaginable de questions. Alors, si vous me le permettez, que j'avais fait patte de velours, à ce moment-là, j'ai montré la grille en bon coup, et j'ai dit, nous ne tolérons pas qu'on puisse nous imputer, à nous, les fils du peuple, à nous, les hommes de la République, un tel qualificatif. Nous le repoussons avec indignation. Le grand meeting, c'est quand même l'invention des années 30. Le défilé, le meeting, c'est une nouvelle culture politique. Quand on parlait de style tout à l'heure, là il est certain qu'il y a un changement très important dans le style. Quand Léon Blum doit défendre ces difficiles positions, ces difficiles décisions gouvernementales, Front Populaire, difficiles décisions par rapport à la guerre d'Espagne, difficiles décisions par rapport à la marche de la politique économique, la pause, etc. Quand il se retrouve devant les meetings, devant son public de militants, son style évidemment change par rapport au Parlement. Au Parlement, il est réputé pour être un très fin dialecticien, ce qu'il est tout à fait. Il est réputé pour savoir, et on voit ça dès l'après-guerre, dès les années 1920, il est réputé pour savoir dénoncer les contradictions de la politique menée par les gouvernements de droite ou de centre. Là, devant un meeting, il doit enthousiasmer, ou il doit s'expliquer, il doit rendre raison, mais ça n'est pas exactement le même type de raison, il doit rendre une raison collective, il doit, si possible, rassurer, ou en tout cas, il doit entretenir la flamme collective du Front Populaire. Alors, il doit évidemment donner de sa personne, élever la voix, rendre son style à la fois plus simple, plus percutant. Je voudrais vous poser une question que chacun de vous pourrait se poser à lui-même. Est-ce qu'il y a ici un seul homme en accord ou en désaccord avec moi sur la question que je vais traiter? Est-ce qu'il y a ici un seul homme qui croit que j'ai changé depuis 3 mois? Léon Blum, septembre 1936. Vous savez bien que je n'ai pas changé et que je suis toujours le même. Est-ce que vous croyez qu'il y ait un seul de vos sentiments que je ne comprenne pas et que je n'éprouve pas? Vous avez entendu l'autre soir. Vous avez entendu l'autre soir au Vélodrome d'hiver les délégués du Front Populaire espagnol. Je les avais vus le matin même. Croyez-vous que je les ai entendus avec moins d'émotion que vous? Croyez-vous, quand je lisais comme vous, dans les dépêches, le récit de la prise d'Irun et de l'agonie des derniers miliciens, est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur était moins déchiré que le vôtre? Alors, dans le Parlement et l'éloquence politique, il faut bien voir que cet usage de l'éloquence pour viser une émotion sacrée des parlementaires est réservé à certains moments. C'est ceux qu'on a retenus. C'est ceux qu'on connaît le mieux, qu'on peut lire parfois dans des recueils de grands discours. C'est le moment tragique, dramatique, l'affaire Dreyfus, la Première Guerre mondiale, le retour en 1918, le retour des provinces perdues, quand Clémenceau prend la parole et que effectivement Clémenceau a la particularité d'être l'un des tout derniers parlementaires qui était déjà là en 1871. Il a fallu admettre que les provinces Alsace et Lorraine étaient perdues. Donc il y a un formidable raccourci historique. Il peut déclamer devant les parlementaires que il est le dernier il avait promis à la nation
à la nation sacrée. Il avait promis que ces provinces feraient retour au corps national, et il dit et je suis là, et les voilà, je vous les donne. Donc, dans des moments très précis, qui sont loin d'être la majorité du temps, mais c'est les moments, les pics qu'on a retenus, la parole se fait sacrée, à travers des grandes notions, la nation, la patrie, le territoire, les provinces perdues, les souvenirs de la Révolution. C'est des grandes notions où on utilise effectivement le sacré pour rassembler. Depuis 5 mois, ils luttent pied à pied, offrant leur vie gaiement à la française pour tout sauver. Paul Deschanel, 1914. Jamais la France ne fut plus grande. Jamais l'humanité ne monta plus haut. Soldats intrépides, joignant à leur naturelle bravoure le courage plus dur des longues batailles. Saintes femmes, versant aux blessures leur tendresse. Mères stoïques, enfants sublimes, martyrs de leur dévouement. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, 2 voies s'ouvraient. L'une était celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. 1940 à 1944, il y a une déchirure de l'éloquence. Les deux évoquent finalement les mêmes notions sacrées, la patrie, la nation. Le général de Gaulle est bien obligé, rhétoriquement, de réinventer l'État, de réinventer la nation, de croire que la nation est partie avec lui à Londres, alors qu'il a autour de lui 50 personnes, 200 personnes au départ, et que de manière sublimement fictive, la nation est quand même à ses côtés, parce qu'il parle, parce qu'il a une éloquence, parce qu'il explique la défaite. Mais bien sûr, Pétain, lui aussi, de son côté, peut invoquer la nation, le fait que lui-même incarne. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne. C'est vrai que les grands moments de crise nationale, c'est des moments de prise de parole publique qui sont unilatérales. Des grands chefs et un style à ce moment-là qui est presque uniquement... il y a une intimité aussi. C'est la parole de l'intimité, l'utilisation du jeu, qui est quand même assez rare dans la tradition parlementaire. Donc, rapport sacré, parce que c'est un chef qui s'adresse à la nation, mais ce chef doit, à mon avis, contrebalancer une éloquence du sacré par une éloquence de l'intimité. Je crois que là, on a une tradition qui commence, tout jugement politique égal par ailleurs, sur Pétain, de Gaulle, une tradition qui commence et qui trouve ensuite sa véritable caisse de résonance avec, pas seulement la radio, mais la télévision. Je crois que la vraie rupture matérielle, presque sociologique et, entre guillemets, philosophique, c'est éloquence en assemblée et éloquence à travers un média, éloquence de l'homme seul face à l'ensemble des citoyens.
L'éloquence nous semble appartenir à un monde antérieur, et avec la télévision, Jean-Marie Cotteray, on a l'impression que plus la parole est diffusée, moins forte et moins puissante elle doit retentir. L'orateur de la Troisième et de la Quatrième République, il y a eu de grands orateurs sous la Quatrième République, se sont rendus compte que leur parole ne passait plus dans l'opinion publique. Et que la seule façon de se faire entendre, c'était d'accéder à la télévision. À partir de là, l'éloquence parlementaire a connu un certain déclin, il faut bien le dire. Et en revanche, on a vu apparaître un nouveau style d'homme politique et une nouvelle éloquence qui est l'éloquence télévisuelle ou cathodique, comme vous voudrez. Et pourquoi la parole n'atteignait plus l'opinion publique ? Eh bien parce que les débats parlementaires n'avaient plus l'importance qu'ils avaient. Et quand il y avait un très bon discours à l'Assemblée, ça fait l'objet de quelques lignes dans un journal. En revanche, si un homme politique passait en même temps le soir dans un journal télévisé ou une grande émission politique, on ne parlait que de lui. Et les gens ne voyaient que lui. Et alors, qu'est-ce qui pratiquement change ? Là, je dirais que presque tout change. C'est un vaste programme, hein. Mais prenons simplement 2 exemples. Vous savez, dans l'éloquence traditionnelle, vous avez le premier stade qui est l'inventio, c'est-à-dire de rassembler ce que vous allez dire, les idées. Et puis, je vais prendre un deuxième exemple qui concerne la dispositio, qui est la construction du discours. C'est les 2 premiers stades de l'éloquence. Si on prend le premier stade, l'inventio, un orateur politique, face aux députés, avait une possibilité d'invention, si je puis dire, sans limite. Prenons un cas plus précis sur le vocabulaire. Bon, un orateur politique à l'Assemblée avait en face de lui ses collègues, il pouvait se permettre d'utiliser n'importe quel type de vocabulaire. Un homme politique qui passe à la télévision, on sait que pour se faire comprendre, le vocabulaire moyen doit tourner entre 2500 et 3000 mots. Donc, si vous passez à la télévision, vous êtes déjà bridé sur le choix des mots et sur le choix des idées. Deuxième exemple, dans la construction du discours. La construction d'un discours traditionnel, eh bien, ça consiste à partir de prémices et arriver à des conclusions pour convaincre. C'est ce qu'on appelle fonctionner selon le principe d'identité. Quand vous êtes à la télévision, si vous utilisez ce principe, vous êtes sûr de faire fuir les gens. Le ressort même du discours à la télévision, c'est le principe d'analogie. C'est-à-dire que si vous dites le produit national brut a augmenté de 1%, vous laissez les gens parfaitement indifférents. Si vous leur dites c'est comme si on offrait à chaque Français un téléviseur, par exemple, ça ils comprennent. Ça veut dire que quand vous raisonnez dans un discours parlementaire, avec un système de fonctionnement rigoureux, vous êtes à la recherche de la vérité. Quand vous fonctionnez dans le discours avec l'éloquence télévisuelle, vous fonctionnez nécessairement dans l'approximation. Et vous n'êtes plus à la recherche de la vérité, vous êtes à la recherche du vraisemblable. C'est des changements radicaux dans tout ce que l'on pouvait considérer sur la rhétorique. Je considère personnellement que pendant 20 siècles, la rhétorique n'a pas bougé, et avec l'apparition de la télévision, on bouleverse complètement les règles de la rhétorique. Patrick Brazard. Quand je demande à des étudiants, j'aime toujours faire un peu des sondages et à propos de l'éloquence révolutionnaire et demander s'ils savent à qui il faut attribuer tel mot. Par exemple, je demande tout simplement qui a dit de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et généralement, il y a un vide complet qui n'est pas dû à leur ignorance. Ils savent énormément de choses, mais ça, ils ne le savent plus. C'est-à-dire qu'on ne leur a plus appris. Et les meilleurs répondent souvent c'est De Gaulle qui a dû dire ça. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas idiot. De Gaulle est probablement le dernier homme politique qui participait de cet univers de discours, qui relevait de l'ordre du sublime, qui procède en usant énormément d'abstraction, de personnification, d'allégorie, la patrie, la France, l'égalité, la liberté. Et cet univers-là, il a été pulvérisé paradoxalement par l'avènement de la civilisation audiovisuelle, qui rend ridicule l'usage de la harangue, qui est au fond quelque chose qui doit se voir de loin,
qui est fait pour une salle vivante, une éloquence vivante, et qui n'est pas fait pour le côté un peu surgelé, comme dit Maître Paul Lombard, de l'éloquence télévisée. C'est un univers qui a disparu, et le Parlement de la Ve République, c'est une sorte d'aimable théâtre d'ombre, mais enfin qui n'a plus du tout là. Alors c'est le problème de l'objet, de l'aliment, c'est-à-dire à la grande éloquence, il faut un grand aliment, il faut des circonstances tragiques, il faut des crises, et il faut aussi un lieu de parole qui soit comme dans la tragédie, qui se passe toujours dans le palais, un lieu de pouvoir. Qu'est-ce qui fait les lois aujourd'hui? C'est le gouvernement, ce sont les cabinets des ministres, etc. Et puis le député fait de la figuration. D'ailleurs, il y en a 3 dans l'hémicycle, parce que c'est pas la peine profondément qu'il soit là. Oui ou non? Si une majorité se trouvait pour s'incliner, l'histoire nous appellerait la chambre introuvable de la Ve République. Paul Reynaud, 4 octobre 1962. Depuis 1789, les représentants du peuple, si décriés aujourd'hui, savent bien qu'ils ne sont pris isolément, que des porte-paroles modestes, précaires, faillibles, vilipendés souvent. Mais ils savent aussi qu'ensemble, ils sont la nation et qu'il n'y a pas d'expression plus haute de la volonté du peuple que le vote qu'ils émettent après une délibération publique. Il y a des reprises de mots historiques et il y a un bon exemple de ça, c'est le discours qui était tenu à la fin de la 4e République par Paul Reynaud, qui monte à la Chambre, qui a 80 ans, qui monte à la tribune de la Chambre pour refuser ce qui va se passer, la disparition de la 4e République. Et il conclut son discours, il y a Pompidou qui vient de parler, pour présenter les intentions du président de la République de Gaulle. Et Paul Reynaud monte pour dire « Allez dire !» à celui qui vous a envoyé pour détruire, que nous ne laisserons pas le Parlement se désagréger, etc. Et donc vous avez au fond une mémoire de la scène primitive de Mirabeau parlant à Drobrezé, allez dire à votre maître, parce que bien entendu Mirabeau n'a jamais dit sous cette forme, mais au fond il y a cette mémoire-là qui circule bien chez les parlementaires à peu près dans un univers de discours qui, pourrait-on dire, va jusqu'aux années 60, mais après cet univers de discours s'effondre. Pendant longtemps, on dira d'un homme politique comment a-t-il voté le 4 octobre. C'est notre honneur de parlementaire qui est en cause. Aussi, Monsieur le Premier ministre, allez dire à l'Élysée que notre admiration pour le passé est intacte, mais que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République. Nicolas Rousselier. C'est lui qui fait ce fameux discours, rappelant toute la tradition parlementaire qui risquait, selon lui, il n'avait pas tort, qui risquait d'être passé par-dessus bord, avec l'installation, non pas de la Ve République, qui date de 58, mais, et c'est beaucoup plus important en 62 que 58, en 62, l'installation de cette seconde légitimité, la légitimité de l'élection du président de la République au suffrage universel, qui fait que, et presque tout naturellement, après l'élection du président, celui-ci pourra s'adresser à la nation, pourra développer une éloquence, un nouveau type d'éloquence, une nouvelle légitimité qui court-circuite et qui presque, à certains égards, invalide la raison d'être même du Parlement. Alors il fait ce grand discours qui rappelle tout l'héritage, qui rappelle les vertus justement de l'éloquence en assemblée, l'éloquence devant un public et la nécessité de rechercher les compromis, la raison par la délibération. Donc c'est commode, c'est une date commode, mais elle n'est pas fausse de considérer que octobre 62, le grand discours de Paul Reynaud est effectivement la charnière entre l'éloquence et la tradition parlementaire, et puis l'invention, la définition d'une nouvelle culture politique présidentielle, personnalisée, très, très, très bientôt le rôle de la télévision de plus en plus important. Non mais je comprends parfaitement les causes de votre nervosité. Je vous dis que pour les Républicains, la France est ici et non ailleurs. Admettre qu'il en soit autrement, c'est admettre la fin de la République. C'est cela que le général de Gaulle n'a pas admis. Le conflit entre lui et nous est là. Et puis, il y a la télévision.
Messieurs. Non, je demande que l'orateur soit écouté dans le calme et dans le silence. Bon. Et puis, on a pensé qu'il y avait la télévision. La toute-puissante télévision grâce à laquelle le général pénètre dans la moitié des foyers français, parle à la famille, en fait sa confidente, il la cajolera, il lui demandera si elles se sentent incapables de voter pour un président de la République. Bref, on franchit le Rubicon. Patrick Brassard, qu'est-ce qui vous paraît en fin de compte avoir changé dans l'histoire de l'éloquence politique française ? Incontestablement, c'est la sacralisation ou non de la parole et le rapport de la parole au sacré, c'est-à-dire que aujourd'hui on a affaire à une parole politique qui est gestionnaire, qui est de l'ordre du familier, qui ne veut pas faire peur, qui veut essayer de ne pas inquiéter, qui utilise un vocabulaire extrêmement réduit. Ce sont les conseillers en communication qui le recommandent, et donc une sorte d'atténuation, d'assourdissement complet, une éloquence qui ne fasse pas de vagues. Et à l'origine de la parole politique française, au fond de la parole politique révolutionnaire 89-94, c'est au contraire un moment de sur-sacralisation et un moment où le sublime règne, alors je ne dis pas quotidiennement, mais où constamment il est fait appel à un dépassement héroïque des valeurs. Donc il y a un côté surhumain dans cette éloquence qui a fait son importance pour la mémoire nationale et qui en même temps explique que on ne soit plus du tout dans cet univers-là, parce que on ne conçoit plus l'Assemblée comme un temple. C'était couramment appelé le sanctuaire des lois. C'était la mission sublime de répandre la liberté et l'égalité sur la terre. Enfin donc il y avait un appel à des valeurs de dévouement, de générosité, de sacrifice qui évidemment sont complètement en porte-à-faux avec l'univers politique d'aujourd'hui, qui est l'univers de la gestion technocratique plus ou moins barbouillé de motifs politiques, mais où profondément la crise du politique aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que le politique n'a plus d'influence. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir, en ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. C'était Lieu de mémoire, l'éloquence politique française. Patrick Brassard est l'auteur de Paroles de la Révolution aux éditions Minerve. Nicolas Rousselier est l'auteur du Parlement de l'éloquence aux presses de Sciences Po. Jean-Marie Cotteret est l'auteur de Gouverner c'est paraître au PUF. Les extraits de films sont tirés de Danton de Andrzej Wajda. Archivina, Emmanuel Join. Texte lu par Bernard Brieux. Mixage, Serge Ristich et Éric Boisset. Une émission de Stéphane Bou et Nathalie Trianda-Felides.